Quand j'étais pour la première fois confronté à un panneau des nymphéas, la modernité de l'œuvre et de ce geste m'a sauté au visage en fait. Il s'est passé quelque chose de totalement mystérieux quand j'ai vu ce panneau des nymphéas de Monet à la Fondation Bayler. Ça a été comme une évidence, c'est comme si ce tableau m'invitait à écrire un livre. Il bouleverse le cadre traditionnel de la peinture. Normalement, effectivement, tous les éléments sont structurés dans un tableau. Le ciel et il y a un espace pour le ciel, même s'il est des fois minime. Il y a un espace pour la terre. Une perspective en fait, c'est ça. Et dans les nymphéas de Monet, tout est mélangé. Mais là aussi où c'est à l'ancienne, on va dire, c'est un réaliste qu'il a aussi poussé jusqu'au bout de sa logique. Puisqu'en fait, il a fait une espèce de focus cinématographique, on va dire, sur l'eau, reflétant les éléments. Et donc évidemment, à partir de là, tous les éléments sont bousculés et il n'y a plus d'ordre. Tout est désordonné. À la fois, au lieu de regarder vers l'horizontale, on regarde vers le bas. Donc on a le ciel qui est réverbéré dans l'eau, mais on a la transparence de l'eau avec aussi ce qui se passe dans l'eau, sur l'eau, évidemment avec les nymphéas. Donc on a vraiment toutes les couches du réel qui se mélangent à la surface du tableau. Et ce qui est prodigieux chez Monet, c'est que c'est vrai, il l'a pas fait de manière comme une posture ou comme... Il l'a fait en allant jusqu'au bout de sa démarche de peintre réaliste. Tous ces procédés qu'il a mis en place par l'expérience en fait, parce que Monet était avant tout un empirique, c'était pas du tout un théoricien. Il y a eu un vrai geste artistique de se dire on va, face à l'émergence de ce nouveau média qui était la photographie, on va creuser davantage en quoi la peinture n'est pas morte et quels sont les fondements en fait finalement de la peinture. Il y a une interaction qui joue avec le lieu et puis une immersion aussi comme c'est le cas avec les grandes œuvres de Rothko. Et d'ailleurs évidemment Rothko est un des héritiers de ce point de vue-là de Monet. Monet a voulu ce lieu qui est devenu une espèce de temple moderne où la spiritualité est actionnée par la contemplation de l'art. Finalement, le projet de Rothko est assez similaire avec sa chapelle à Houston. C'est en ça peut-être qu'il y a un côté abstrait chez Monet, c'est qu'on perd ses repères en fait. On entre dans la peinture, c'est une sensation en fait. On entre dans une émotion. Et ça, c'est, je pense, la caractéristique de l'art abstrait. Rothko disait que lui, il peignait des émotions. Et donc c'est vraiment une œuvre dans laquelle on entre en fait par la sensation qui en déborde. On dit souvent de Monet qu'il a inventé l'abstraction et d'une certaine manière c'est vrai si on tient compte de l'héritage qu'il a eu, mais le concernant d'une certaine manière c'est faux puisque je pense que l'abstraction c'était quelque chose de très très loin de sa démarche. Il a été le plus loin possible qu'on puisse aller sur ce chemin-là de partir d'un élément réel pour peindre et jusqu'à presque son effacement total du motif. Mais il n'a jamais passé de l'autre côté. Ça n'a jamais été comme les vrais abstraits, ce qu'on appelle les abstraits au XXe siècle, où ils partent finalement de l'intériorité pour produire une image. Monet, il est toujours parti d'une vision extérieure, de ce qui contamine cette vision, aussi bien ses sens que la maladie, puisque la cataracte, il en a joué, et c'est devenu quand même un élément important aussi dans finalement la postérité qu'il a laissée. Et il s'est mis dans la tête d'offrir ces panneaux des nymphéas à la France pour célébrer la fin des hostilités. Mais c'était très beau, en fait, cette idée de ce vieil homme à l'écart de la ville, puisque à Giverny, il était dans son repère, dans son propre monde, on peut même dire, puisqu'il a inventé ses jardins, inventé ses étangs.
que ce vieil homme, qui avait déjà enterré tous ses condisciples de l'impressionnisme, il avait enterré le siècle où il était né, dans cet isolement qui était le sien, dans ce refuge, qu'il ait pu imaginer qu'il pouvait encore apporter quelque chose comme ça, et à travers son art, c'était à la fois émouvant et vertigineux, et en même temps, il l'a fait. Parce que ça a été un geste qui allait révolutionner l'art et l'ébranler pendant des décennies, en fait. Depuis que j'écris, je pars toujours de choses visuelles, enfin même au point de vue mental, d'image mentale. Mais j'avais jamais, en fait, avant de voir ce panneau de Monet, imaginé écrire un livre entier sur l'art. Je vis maintenant près de Giverny, donc ça a été très loin quand même, ce choc émotionnel. L'idée évidemment commune, on voit une espèce de peintre un peu bonhomme, un peu bon vivant, ce qu'il était en partie, parce qu'il c'était quelqu'un de beaucoup plus complexe et nuancé et avec des parties sombres. Cette espèce d'intranquillité, d'inconfort qu'il avait en lui fait qu'il ça a jamais été un peintre qui s'est assis sur ce qu'il avait fait, qui a dit voilà c'est fini, moi maintenant je suis le roi de l'impressionnisme. Il y a quelque chose qui le travaille en fait. Et je pense que ce truc qui le travaille, c'est la même chose qui l'a poussé à continuer à aller toujours plus loin dans sa peinture.